Salut à tous, c'est Steven et il est temps de vous dire ce que je pense du nouvel A7R3 de Sony que j'utilise depuis maintenant 2 mois. C'est un A7 III sous stéroïde avec ses 42 millions de pixels. Donc pour ceux d'entre vous qui hésiteraient peut-être entre l'A7R3 et l'A7 III, j'en profiterai dans cette vidéo pour vous parler rapidement des différences entre l'un et l'autre. Et vous inquiétez pas, on reparlera plus en détail de l'A7 III dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient débuter en photo, je vous rappelle que vous pouvez suivre le cours qui est disponible sur Udemy. Si vous partez de zéro ou que vous connaissez quelques bases, ça va vous permettre de gagner en compétences. Pour moins de 15 €, une série de vidéos de plusieurs heures de cours sur la photo expliquées par un photographe professionnel. Je trouve que c'est une bonne occasion de s'y mettre sérieusement. Bon, j'arrête de parler et je vous montre les images qu'on peut tirer de ce boîtier. Les 42 millions de pixels de l'A7R3, c'est une grosse tuerie. On se rend pas compte de la quantité de détails que l'on a dans ces fichiers avant d'avoir soi-même essayé et c'est un vrai bonheur à utiliser. Vous pouvez prendre une photo, échanger votre composition ensuite. Les 42 millions de pixels permettent cette flexibilité. Vous le voyez très bien sur cet exemple où je peux choisir un résultat final présenté comme un portrait ou bien un paysage. C'est extrêmement pratique. Donc ouais, c'est un confort incroyable ces 42 millions de pixels, mais comme je viens de vous le dire, c'est un confort. On va pas se mentir, je suis pas photographe de studio, j'ai pas besoin de ces 42 millions de pixels, c'est pas vital pour moi, mais ça m'offre énormément de possibilités et c'est un capteur incroyable. 15 stops de dynamic range et donc une excellente capacité à remonter les basses lumières pour récupérer des informations. Sur ce portrait, j'ai exposé pour l'arrière-plan, pour les hautes lumières. C'est ce qu'on ferait habituellement si on utilise un flash. On expose pour l'arrière-plan et on éclaire le visage de notre sujet avec un flash. Ici, j'avais aucun flash, rien du tout. Et pourtant, j'ai été capable de remonter mes ombres pour obtenir un résultat tout à fait satisfaisant. Je vous le dis, c'est assez exceptionnel parce que remonter les ombres sur une photo de paysage par exemple, c'est très facile, pas de problème. Mais par contre, sur un portrait, c'est bien plus compliqué parce que dès lors que l'on remonte les ombres, ça peut très vite dégrader les couleurs de peau. Sur le visage, ça devient très vite moche. Mais là, cet A7R3 me bluffe, il fait un travail exceptionnel. De jour comme de nuit, j'ai pris des clichés absolument magnifiques. Vous en retrouvez certains sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez. Une fonction que Sony a rendue disponible sur l'A7R3 mais qui par contre sera absente sur l'A7 III, c'est le Pixel Shift comme il l'appelle, qui va permettre de combiner 4 photos en une seule afin d'améliorer le niveau de détail du rendu final. Évidemment, on ne peut l'utiliser que sur trépied et sur un sujet fixe, donc ce sera pour du paysage, de la photo produit en studio ou de la photographie de monuments par exemple. La résolution n'augmente pas, ce sera toujours du 42 millions de pixels, mais l'image est plus détaillée et c'est une méthode qui permet de s'approcher au mieux du type de résultat que l'on pourrait obtenir en shootant avec un moyen format. Donc à voir si c'est une fonction que j'utilise souvent ou pas tant que ça, parce que vous l'aurez compris, il faut quand même être dans de très bonnes conditions, avoir toujours un trépied avec soi si l'on souhaite l'utiliser, mais en tout cas, les résultats que l'on obtient avec sont excellents. Et ça c'est top. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la possibilité de shooter en rafale à 10 images par seconde. 10 images par seconde de RAW non compressé de 42 millions de pixels. En termes de cadence, c'est le double de ce qu'était capable l'A7R2. Et là, en l'utilisant avec l'autofocus continu, c'est idéal pour shooter un animal en vol ou un sujet en mouvement au sol. En plus de ça, l'écran ne devient pas noir et on peut continuer de traquer notre sujet. Et pour remplir le buffer, il faut vraiment forcer. Moi, dans toutes les situations où je l'ai utilisé, ça n'est jamais arrivé. Et ce qui est encore plus excellent, c'est qu'on peut faire ça en mode silencieux si on fait le changement dans les réglages. Écoutez, pas un bruit et là je suis en train de faire une rafale continue. C'est extrêmement pratique lorsque l'on veut shooter des animaux sans les effrayer. Moi c'est vraiment un mode que j'adore. C'est un mode qui peut également être très intéressant à utiliser lors d'événements, par exemple pendant un mariage. Si vous voulez shooter la cérémonie sans un bruit pour ne pas déranger le monde autour de vous, c'est super pratique. Le seul problème de ce mode silencieux, vous le voyez très bien avec l'exemple que je vous affiche ici, shooter à la même vitesse sur les deux clichés. Donc c'est un mode à utiliser sur des sujets statiques et moi ça me convient
convient tout à fait puisque je l'utilise sur des animaux ou alors des personnes qui bougent peu, comme je vous disais juste avant. Sinon, le mode autofocus sur l'œil est toujours aussi incroyable. Peu importe la position du sujet dans le champ, l'œil est verrouillé et on sait avec certitude que notre focus sera parfait. Et ça, pour du portrait à très grande ouverture, c'est vraiment un régal. On ne peut pas rater un portrait. Cet A7R3, même si c'est un hybride, il est un petit peu taillé comme un réflexe. Sony a totalement revu son ergonomie avec des boutons plus fermes, plus nombreux aussi, et on a une vraie sensation de solidité et de sécurité boîtier en main. L'un des ajouts que Sony a fait et dont je suis vraiment content, c'est le joystick. Super pratique pour déplacer facilement et rapidement le collimateur qui détermine la zone de focus, et je m'en sers très souvent, aussi bien pour la photo que pour la vidéo d'ailleurs. Ça c'est vraiment top, c'est quelque chose que je trouvais absolument génial à chaque fois qu'on me mettait par exemple un 5D entre les mains. Donc là, évidemment, je suis très content que Sony ait enfin fait cet ajout sur ce type de boîtier. Le focus, on peut également le faire avec l'écran tactile, c'est nouveau sur la gamme Alpha 7 cette année. Donc c'est bien, c'est pratique, mais par contre, dans les menus, le tactile ne fonctionne pas. C'est dommage d'avoir fait les choses à moitié, Sony. Le tactile de partout, c'est vraiment quelque chose que j'adore à chaque fois que j'utilise le GH5. Donc s'il vous plaît, Sony, encore un petit effort. Par contre, pour ceux qui se plaignaient des menus trop compliqués chez Sony, maintenant ils sont personnalisables et vous allez pouvoir regrouper les paramètres que vous modifiez le plus souvent afin d'y accéder très rapidement au même endroit. Ça, je trouve ça cool pour ceux qui viendraient d'une autre marque et qui débarqueraient tout juste avec les boîtiers Sony. Ça peut être un petit peu déconcertant au début, donc c'est pas mal pour les nouveaux. Moi qui ai l'habitude depuis des années, je vous avoue que je m'en sers pas de ce menu personnalisable. J'ai programmé toutes mes touches perso et ça me suffit, sachant qu'en plus de ça, sur la molette, on peut paramétrer 3 présélections de réglages. Moi j'ai configuré la 1 pour mes réglages portraits, la 2 est plutôt pour les paysages et la 3 pour les sujets en mouvement, pour le sport. Autre grosse nouveauté, et qui là par contre manquait cruellement et que j'attendais vraiment avec impatience, c'est le double port de carte SD. Ça va nous offrir plusieurs possibilités d'enregistrement lorsque l'on aura mis une carte dans chaque port, ce qui me permet par exemple d'enregistrer mes vidéos sur une carte et mes photos sur l'autre pour bien séparer les deux. Ou alors autre cas de figure, si je sais que je vais shooter quelque chose que je n'aurai pas l'occasion de shooter deux fois, si je le rate c'est mort, eh bien je vais choisir d'enregistrer en simultané sur les deux cartes pour si par malheur il y arrive un problème sur l'une des deux cartes, eh bien j'ai un backup et que je sois certain de ne rien perdre de ce que j'aurais shooté ce jour-là. Par contre, petite subtilité, les deux ports ne sont pas identiques. Le principal est en UHS 2 et l'autre est en UHS de première génération, donc plus lent. L'écriture sur les deux cartes ne pourra pas se faire à la même vitesse. Et enfin, pour en terminer avec ce double port de carte SD, si on le souhaite, on peut enregistrer sur une carte et une fois pleine, basculer automatiquement l'enregistrement sur la deuxième. Au niveau des connectiques, eh bien on a tout ce que l'on est en droit d'espérer sur un boîtier de cette gamme. Prise micro, prise casque, prise synchro flash, qui sera absente sur la 7.3 d'ailleurs, je vous précise. Et on va également avoir du micro USB ainsi que de l'USB type C. Ça c'est génial et je suis vraiment content que Sony n'ait pas donné soit l'un soit l'autre mais bien les deux. Ce qui va permettre de recharger rapidement son boîtier en USB type C avec une batterie externe lorsque l'on est sur le terrain par exemple. Mais surtout de pouvoir le charger tout en utilisant un intervallomètre raccordé sur le second port. Pour les timelapses du jour à la nuit qui prennent de longues heures, c'est parfait. L'intervallomètre c'est d'ailleurs maintenant le seul moyen de faire un timelapse photo sur les nouveaux boîtiers Alpha 7 puisque Sony a supprimé l'application qui permettait de le faire en interne sur le boîtier. C'était super pratique, il n'y a absolument aucune raison d'avoir supprimé ça. Je trouve ça vraiment con Sony. Par contre, et je voulais terminer avec ça, la meilleure amélioration de cette troisième génération d'Alpha 7, c'est la nouvelle batterie. L'autonomie est excellente. Sony avait annoncé à peu près 2 fois plus d'autonomie par rapport à la génération précédente, et dans les faits, d'après les tests que je fais depuis maintenant 2 mois, on est plus proche des 3 fois plus d'autonomie même. Et avec une seule batterie comme ça, je peux tenir toute une journée en faisant de la photo sans problème, sans avoir besoin constamment d'éteindre et de rallumer mon boîtier comme je le faisais avant pour économiser de la batterie. Maintenant, une seule comme ça suffit et c'est top. Même en faisant de la photo et de la vidéo, si je shoot intelligemment, en faisant vraiment uniquement ce que j'ai besoin de capturer et pas beaucoup plus, eh ben je peux tenir une journée avec cette batterie, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. 2, c'est quand même une précaution, mais 1, ça peut faire l'affaire.
Je vous le disais au tout début, cet A7R3 est excellent en photo, ça il n'y a même pas débat, mais il est également très bon en vidéo et c'est pour ça que je l'ai choisi, avoir un boîtier qui soit excellent dans les deux domaines. On va par exemple trouver du focus picking pour mettre en évidence les zones nettes, donc c'est ce que vous voyez ici en rouge. Ça c'est extrêmement utile en focus manuel à de grandes ouvertures, donc c'est quelque chose de totalement absent sur les boîtiers Canon en dessous des 10 000 € par exemple, et pour moi c'est absolument indispensable, donc là je suis très content de l'avoir sur l'A7R3. On a également les zébras qui vont nous aider, en plus de l'histogramme, à exposer correctement notre image en nous indiquant à l'écran les zones surexposées si c'est le cas. Donc je vais pas m'étaler plus sur le sujet, ceux qui font de la photo et de la vidéo sérieusement savent de quoi je parle et savent ô combien ces fonctions sont super importantes sur un boîtier. Si c'est totalement nouveau pour vous, encore une fois, je vous renvoie vers la formation qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et qui vous apprend toutes les bases. Et enfin, toujours au niveau des fonctionnalités vidéo avancées, sur cet A7R3, on va avoir la possibilité de shooter dans un profil d'image plat. Donc moi, j'utilise principalement le HLG, hybride log gamma, dans les conditions de faible luminosité. Je trouve que là, il s'en sort très bien. Et le S-Log2 lorsque j'ai un bon éclairage. Ça me permet d'enregistrer une image décontrastée, désaturée, avec peu de détails, afin que le capteur se concentre sur la captation d'un maximum d'informations dans les basses et hautes lumières. Ensuite, au montage, on redonnera un look à notre image, avec plus de possibilités que si on avait laissé la caméra le faire à notre place, en filmant en Rec 709. On a également du S-Log3 qui n'était pas disponible sur l'A7R2, mais moi je trouve pas que ce soit un ajout utile. Je ne m'en servais déjà pas sur mon A7S2 qui me filme en ce moment, pas non plus sur mon petit A6500 et je ne pense pas utiliser ce S-Log3 sur l'A7R3, sachant qu'il enregistre avec un débit de 100 mégabits par seconde, c'est du 420 8 bits en interne. Moi ça me semble un peu faible pour ensuite étalonner correctement du S-Log3. On va vite se retrouver avec beaucoup de bruit dans les ombres et ok sur des FS5, FS7 qui enregistrent dans des débits beaucoup plus hauts, le S-Log3 a du sens. Sur ces petits boîtiers, je ne trouve pas. L'autofocus en vidéo, il était déjà très bon sur l'A7R2, il est encore amélioré sur cet A7R3 avec vraiment maintenant un autofocus très fiable. Là je vous montre un exemple en reculant et en m'approchant de mon objectif. Vous voyez que tout se fait sans transition vraiment saccadée, c'est très fluide, le point de focus reste parfaitement sur mon visage, alors que là je suis à une plutôt grande ouverture, je suis à f2 sur cette optique et vous voyez que ça ne gêne pas du tout, je reste focus. Moi ça me fait une vraie différence par rapport à mon A7S2 que j'utilisais jusqu'à présent pour filmer, qui n'avait pas un mauvais autofocus mais qui avait surtout un autofocus très lent du fait qu'il utilisait un système par détection de contraste. Là ce sera bien mieux sur l'A7R3 et je vais pouvoir l'utiliser beaucoup plus souvent avec une précision et une rapidité bien meilleure que ce que j'avais jusqu'à présent. Vous l'avez vu sur cette démonstration, l'autofocus est vraiment efficace, je vais pouvoir compter dessus. En 120 images par seconde, l'autofocus fonctionne aussi et ça c'est excellent. C'est quelque chose qui m'avait par exemple terriblement manqué sur le GH5. Autre nouveauté intéressante, le viseur électronique est plus lumineux, il est également mieux défini, donc ça c'est bien. Mais surtout, l'amélioration qui moi me fait vraiment plaisir, c'est au niveau de l'écran au dos. Parce qu'il faut savoir que sur les anciennes générations de boîtiers, donc que ce soit l'A6300, A6500, l'A7S2, l'A7R2 également, lorsqu'on était en mode photo, pas de souci, l'écran au dos était très lumineux, pas de problème pour shooter en pleine journée. Mais dès que l'on passait en mode vidéo, Sony diminuait l'intensité lumineuse de cet écran. Et moi, plein de fois en pleine journée, pendant des tournages, je ne voyais quasiment rien de ce qui était affiché sur mon écran. Et c'était très gênant pour shooter de la vidéo. Là, sur cet A7R3, Sony a réglé le problème. L'écran est aussi lumineux en photo qu'en vidéo. C'est parfait. Allez, je vous fais maintenant une petite démonstration de ce que donne le rolling shutter en vidéo. Voilà, donc pour un plein format, moi je trouve ça très convaincant. On s'approche très près de ce que l'on peut obtenir sur un micro 4/3, donc c'est très bien. Et encore une fois, c'était l'un des gros défauts de mon A7S2, donc je suis content d'avoir une amélioration sur cet A7R3. On va également trouver une amélioration au niveau de la stabilisation du capteur. Donc c'est toujours un capteur stabilisé sur 5 axes, mais là c'est encore mieux que par le passé et quasiment aussi bon que ce que fait Panasonic sur le GH5, même si Panasonic a encore une petite longueur d'avance dû au fait que ce soit un micro 4/3 dans un boîtier plus grand que celui très compact de la A7R3. Mais moi j'aime bien quand il y a un peu de mouvement.
Si j'en veux vraiment 0, je le mets sur un stabilisateur. Donc là, je suis content de l'amélioration que Sony a fait au niveau de la stabilisation en vidéo. Parmi les autres nouveautés qui font plaisir, plus de crop sur le capteur lorsque l'on filme en slow motion à 120 images par seconde. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a toujours embêté sur mon A7S II qui croppait de 2:2 sur le capteur en slow motion. On perdait l'avantage du plein format. Donc là, merci Sony de me laisser utiliser tout mon capteur en mode slow motion sur cet A7R3. Si je veux cropper, je peux le faire. Les 42 millions de pixels le permettent tout en continuant de filmer en 4K. Et moi, j'ai assigné un bouton qui, d'un simple appui, me permet d'être en mode full frame ou en mode APS-C. En équivalent Super 35, et ben, je me retrouve avec une vidéo 6K downscalée en 4K, donc plus détaillée que si je filmais avec toute la surface de mon capteur. Ça, c'est excellent parce que d'une, ça me permet d'utiliser des optiques faites pour APS-C si je le souhaite sur mon plein format, et deuxièmement, d'allonger ma focale tout en continuant de filmer en 4K. Donc voilà, pour moi, passer de l'A7S II à l'A7R3 en photo, bah évidemment, c'est un tout autre monde, c'est un vrai bonheur. Et en vidéo, eh ben, je le trouve tout aussi bon cet A7R3, voire mieux dans certains domaines, notamment grâce à la nouvelle ergonomie du boîtier. La seule grosse différence, ça va être en basse lumière où évidemment l'A7S II reste le champion toute catégorie aujourd'hui sur ce genre de boîtier, même 3 ans après sa sortie. Pourtant, vous le voyez sur ces images, l'A7R3 est loin d'être ridicule et parfaitement utilisable si vous voulez vous en servir pour faire du reportage dans des ruelles faiblement éclairées par exemple. Vous voyez comment il réagit à une montée en ISO en pleine nuit et on peut monter quand même relativement loin avant que l'image devienne extrêmement bruitée, chose que l'on pourra de toute façon rattraper partiellement au montage en appliquant un denoiser. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur mon A7R3, j'en suis extrêmement convaincu, vous l'avez compris dans ce test. L'autofocus est incroyable, la nouvelle autonomie, un vrai régal, enfin sur un boîtier Sony. Et la nouvelle ergonomie, bah, c'est un boîtier très agréable et vraiment pratique en main. Et enfin, bah, les 42 millions de pixels, c'est nouveau pour moi et c'est absolument un gros kiff. Après, si vous avez un budget plus serré, partez peut-être vers l'A7 III qui est quasiment le même à quelques détails près. 24 millions de pixels au lieu de 42, pas de pixel shift, pas de prise synchro flash, un écran moins lumineux en vidéo en extérieur et ça pour moi ça compte. Un rolling shutter un petit peu plus prononcé que sur mon A7R3 mais vraiment je l'ai remarqué parce que j'ai mis les deux côte à côte sur le même sujet. C'est vraiment pas flagrant. Après évidemment, si comme moi vous pouvez vous permettre de passer à l'A7R3, et ben je pense qu'avec toutes les améliorations que Sony a proposées cette année, et ben c'est enfin une vraie alternative aux Nikon et Canon dans un boîtier plus compact, plus léger et largement plus performant en vidéo et de loin selon moi. Donc bah voilà, avec un parc optique qui certes est pas encore aussi parfait que ce que peut avoir la concurrence, mais je pense qu'on s'y retrouve aujourd'hui et que c'est peut-être enfin le moment pour certains de switcher vers Sony. Après, il est pas encore parfait, comme je vous l'ai dit. L'écran tactile aurait pu être exploité pour naviguer dans les menus, et avec 2 ports de carte SD aussi rapides l'un et l'autre, ça aurait été bien. Et enfin, évidemment, vu que c'est un mirrorless, lorsque vous changez d'optique, le capteur est directement exposé, et ça peut être problématique pour certains qui font du reportage dans des conditions un petit peu difficiles, par exemple s'il y a beaucoup de poussière. Pour la vidéo, vous me connaissez, j'aurais évidemment aimé du 4K, 60 images par seconde, 4:2, 10 bits comme on peut le trouver par exemple sur un GH5, mais là il faut pas oublier que c'est d'abord un boîtier photo et que vraisemblablement Sony réserve ses améliorations en vidéo pour un A7S III qui devrait arriver courant septembre, et s'il embarque tout ça, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler en détail. D'ici là, eh ben abonnez-vous si c'est pas déjà fait, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé juste en dessous dans les commentaires, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!